Merci d'être présent et merci au Bordeaux Geek Festival de nous avoir invités à animer cette conférence sur un sujet qui nous passionne énormément. Mais avant toute chose, on va quand même préciser qu'on n'est pas docteur en histoire médiévale. Ce n'est pas notre métier. On s'appuie sur la thèse d'un historien médiéval qui s'appelle Lois Foster, qui nous a donné l'autorisation de nous appuyer sur sa thèse. Mais en aucun cas, ce n'est notre métier de faire de l'histoire. On est passionné, mais ce n'est pas notre boulot. Hein. Donc, on espère que ça va vous plaire. Et cette année, effectivement, parce que le thème, c'est les années 90, on a essayé de prendre un tournant un petit peu nouveau pour nous. Donc, c'est le tournoi chevaleresque, fiction et réalité. Donc, on va un petit peu se présenter. Nous, on est la Ménie du Blanc-Castel. Donc, la Ménie du Blanc-Castel, c'est une association d'arts martiaux historiques européens qui existe depuis 2013, il me semble, à Blanquefort, c'est au nord de Bordeaux, et qui propose donc d'apprendre les techniques de combat du XIVe, XVe et XVIe siècle selon des sources historiques, des traités, des iconographies qu'on va pouvoir trouver. Damien est instructeur, moi j'y suis élève. Je vais peut-être laisser Damien se présenter lui-même. Oui, alors moi c'est Damien Lebras, je suis instructeur à la Ménie Blanc-Castel. J'enseigne principalement la hache d'armes, c'est une arme qui est spécialisée pour le combat en armure et qui peut aussi se faire un peu en civil, la lutte et la dague. Et à côté de ça, j'ai un long passé martial où j'ai pratiqué pendant 15 ans le judo. J'ai fait du sambo, donc c'est une sorte de MMA russe pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait de la lutte et j'ai fait aussi du rugby. C'est pas vraiment un art martial, mais bon, il y a du contact quand même. Et donc moi je m'appelle Cécile, je suis élève à la Ménie depuis 2015, que j'ai rencontré à la Ménie du Blanc-Castel lors de la première édition du BGF. Et donc je suis nouvellement également guide conférencière de profession. C'est ma première vraie conférence, donc le stress est palpable. Donc effectivement, au sein de l'association, je les ai rencontrés, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, ils m'ont expliqué que des historiens ont mis à disposition des traités, des iconographies qui parlent des techniques de combat de l'époque. Et donc nos instructeurs vont lire ces sources, vont les interpréter parce que malheureusement, c'est un savoir qui s'est perdu pendant un certain temps. Donc ce sont des gestes, on n'a pas quelqu'un qui sait exactement comment ça se faisait à l'époque. Donc il va falloir que nos instructeurs étudient et interprètent ces sources et ensuite nous transmettent ce qu'eux ont compris. Mais ça reste toujours ouvert à la conversation puisque il n'y a pas de présente vérité générale dans cette discipline. C'est toujours une remise en question perpétuelle de nos gestes. Donc on va pouvoir étudier la lutte qui est quand même une discipline essentielle. Il y a Johannes Schönauer, qui est un maître d'armes du XIVe siècle, qui disait « tout provient de la lutte », puisqu'effectivement, lorsque vous combattez, il y a un moment où vous risquez très probablement de finir au contact. Donc là, il va falloir savoir se débrouiller sans ses armes, parce que si on se fait désarmer, si on se retrouve à ne plus pouvoir utiliser son arme, notre arme peut casser des fois, eh bien, il va falloir utiliser nos mains, tout simplement, nos mains, nos corps, nos genoux. Et donc la lutte, c'est vraiment essentiel. C'est avec Damien qu'on étudie ça, puisque vous l'a expliqué, il a un passé martial qui est quand même plutôt pertinent par rapport à cette discipline. Ensuite, on va pouvoir étudier la dague. Donc la dague, encore une fois, c'est une arme qui n'est pas forcément très connue, mais qui est essentielle, puisque vous pouvez avoir une dague coincée dans votre ceinture qui vous permet, si jamais vous perdez votre arme ou si vous vous retrouvez en contact, d'avoir encore d'autres techniques et un panel d'options beaucoup plus développé, tout simplement. Ensuite, on a la star quand même des AMHE, c'est l'épée longue. Donc l'épée longue qu'on étudie avec notre instructeur Thomas, dont on reparlera un petit peu plus tard. L'épée longue qu'on étudie surtout selon Fiore dei Liberi, qui lui est un maître d'armes de la fin du 14e. Fin du 14e, oui. C'est ça. Et donc, on va vous lire une petite citation de ce maître d'armes. « Je suis l'épée, mortelle contre toutes les armes, ni la lance, ni la hache d'armes, ni la dague ne peut me vaincre. » Voilà, ça vous donne un petit peu un contexte sur la mentalité du monsieur. C'est très, très intéressant à lire les traités qu'il peut nous avoir laissés. Donc, coucou Emma, pardon, on connaît quelqu'un. Ensuite, on étudie, avec Kevin, on étudie la lance, qui est une arme qu'on peut croire souvent réservée à la joute, mais qui finalement peut très bien s'utiliser à pied. Donc là encore, on utilise les techniques de Fiore dei Liberi. Et avec Kevin, on va également étudier le Dussac, qui est une arme un peu plus tardive. Comme vous voyez, ça peut ressembler à un sabre, c'est en bois.
Et ça va être une arme. Mais c'est vraiment une arme d'entraînement. C'est pour ça qu'elle est en bois ou en cuir. Voilà. Et donc, au XVIe siècle, avec Meyer, on va découvrir plus une volonté de montrer sa technique, de montrer son niveau et la beauté du geste, plutôt que gagner un combat bêtement par la domination. Là, c'est pas juste une domination physique, ça va être une domination technique. On veut montrer tout son palais de technique et montrer qu'on est le plus beau, le plus grand et le plus fort. Et le meilleur pour la fin, hein, la hache d'armes. Donc, vous en avez une juste ici, côté de Georges. On a appelé l'armure sur le festival du BGF. Donc, la hache d'armes, c'est un petit peu le couteau suisse du chevalier. C'est une arme qui est très, très multifonction, qui est très versatile et qui permet vraiment d'avoir beaucoup de possibilités. C'est ça, c'est beaucoup de possibilités lorsqu'on est face à quelqu'un qui est en armure. On peut l'utiliser en civil, mais c'est vraiment une arme qui est efficace sur de l'armure. Donc, vous imaginez bien qu'en civil, c'est encore pire. Voilà, et donc là, vous allez voir plus tard pourquoi pour nous, c'est très intéressant d'utiliser la hache d'armes. Donc, on va avoir différents événements auxquels on participe. On va pouvoir présenter les AMHE comme au Bordeaux Geek Festival depuis 2015. Lors de Choréo, qui est un rassemblement d'escrime artistique, on nous a invités entre différentes présentations de scènes. Chaque participant présentait son travail. Et nous, entre certains de ces passages, on présentait des techniques qu'on pouvait étudier. On a également un campement médiéval qui n'a pas la prétention d'être une reconstitution historique. Attention là-dessus, on va être très, très précautionneux. Ça va vraiment nous servir de décorum pour ouvrir le dialogue. Des gens vont venir nous poser des questions et nous, on va pouvoir expliquer, regardez, ça, c'est plus de tel siècle, ça, c'était plus notre façon d'être. C'est vraiment pour montrer un peu quelques aspects de la vie d'un campement médiéval sans vraiment avoir la ligne très poussée qu'on peut avoir parce qu'on a des reconstituteurs, donc Thomas, dont on parlait, des reconstituteurs historiques dans l'association qui, eux, par contre, vont assister à des reconstitutions historiques qui ont un niveau d'exigence très, très poussé puisque le but, c'est vraiment de comprendre. Et donc, comprendre quoi? Nous, la hache, par exemple, d'utiliser des armures, d'utiliser des techniques de l'époque, de venir en fait faire se rencontrer des réalités du mouvement, des réalités de l'équipement dans notre pratique, donc AMHE, mais également notre pratique de reconstituteur, où pour certains, c'est pas encore de la reconstitution. C'est ça. Voilà, on essaie. L'exigence est un peu moindre, mais importante quand même pour nous. Et donc, à présent, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec Damien qui va vous présenter avant de les faire un lien avec la pop culture, on va vous présenter un petit peu les tournois pour comprendre dans quel contexte on se retrouve en fait lorsqu'on parle des tournois. Donc les tournois, en fait, les premiers tournois sont apparus au XIe siècle. Donc là, je vous ai mis l'iconographie d'un combat des 30. C'est un peu spécifique comme tournoi, mais bon, ça illustre bien le principe des premiers tournois où finalement, c'était des duels qu'opposaient des groupes. Il n'y avait pas forcément le même nombre de personnes de chaque côté. Il n'y avait pas de matériel qui était vraiment prédéfini, c'est-à-dire que chacun arrivait avec le matériel qu'il avait. Les armes utilisées, c'était les armes de guerre, c'était pareil qu'à la guerre. Le seul contexte, en gros, c'était on essaye de ne pas tuer. Malheureusement, ça arrivait parce que le but aussi, c'était de faire des prisonniers pour les rançonner, pour gagner de l'argent. Donc on a vraiment un lien entre la guerre et le tournoi qui est vraiment très ambigu. En plus, le lieu, c'était on se retrouve à peu près à tel endroit et puis on combattra là et puis on verra quoi. Et on a donc dans les chroniques un chroniqueur anglais donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle qui rapporte clairement, on comprend que c'est pas la guerre mais presque, les entraînements qui sont les tournois, c'est pour se préparer à la vraie guerre, il faut avoir vu son sang couler, avoir entendu ses dents craquer sous le coup de ses adversaires, avoir été jeté au sol de nombreuses fois et s'être relevé à chaque fois pour continuer à combattre. Donc là, on voit vraiment que c'est clairement une ambiguïté, quoi. On n'est pas à la guerre, mais bon, on y est quand même. Et ensuite, on a les tournois qui commencent à devenir un petit peu plus ordonnés, scénarisés, à partir du XIIIe siècle, lorsque l'Église et certains rois proscrivent les tournois parce que c'est une grande dépense d'argent. Parce que les gens forcément combattent, donc ils investissent dans du matériel, ils se déplacent, donc ça coûte cher. Et ils peuvent surtout mourir, comme on l'a dit, c'est la guerre. Donc entre la guerre et le jeu, comme on peut mourir, forcément ça fait un combattant de moins pour aider à l'armée du roi, et ça peut faire aussi un combattant de moins pour aller faire des croisades. Ouais. Et donc ça laisse la place vraiment à des tournois qui vont être bien ordonnés et bien agencés. Ensuite, donc, pour vous présenter un petit décorum, on a utilisé donc des iconographies qui viennent d'un livre du roi René.
Donc on appelle le roi René, mais c'est René d'Anjou. Ça s'appelle Les traités et formes et devis, comme on fait des tournois. C'est une petite mise en scène. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les textes contenus dedans et les images, c'est imaginer. En fait, la personne a imaginé le tournoi idéal qu'il souhaiterait faire. Donc c'est, je prends des choses que je vois à mon époque, qu'il y a eu avant, et j'essaie d'en faire le mix pour avoir le tournoi parfait. Donc, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Tous les tournois n'étaient pas comme ça, même aucun, mais c'est des petits éléments qui existaient un peu partout. C'est comme un film d'après, inspiré de faits réels. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, en gros, c'est une liste vide en fait avant que tout le monde arrive. Et c'est là, par contre, une structure qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire plusieurs barrières, parce que vous avez le public qui est à l'extérieur. Entre les deux barrières, vous avez des gardes qui permettent de sécuriser les combattants, mais qui permettent aussi de sécuriser le public et empêcher le public d'intervenir et d'interférer dans les combats. On n'a pas des gens qui courent nus encore dans les listes, mais bon, voilà, c'était pour protéger ça. Et à l'intérieur des listes, vous avez les combattants, les champions, avec le juge de lice, et vous avez aussi d'autres gardes. Ensuite, on va vous montrer un petit peu, ça reste toujours idéalisé. Hein. Là, voilà, vous avez la présentation des personnes qui étaient à peu près là dans tous les tournois, avec la personne qui est assise, qui doit être le juge, le duc ou le prince, celui qui va accepter et organiser le tournoi. Celui qui est à genoux, qui tient l'épée, va être certainement l'un des champions, avec derrière à genoux ses deux pages ou écuyers. Debout derrière, vous avez avec le bâton la personne qui sera certainement le juge de lice, parce que pour arrêter le combat, souvent le juge lançait un bâton entre les combattants. Et sur le côté, vous avez des conseillers. Alors vous avez certainement des conseillers du roi ou du duc, forcément, mais vous avez aussi des conseillers qui étaient qui étaient accompagnés voilà, aux champions, parce que quand vous allez dans une cour dans une autre cour, il faut connaître en fait les us et coutumes. Et donc ces personnes-là vous aident à ne pas faire de bêtises et de faux pas. Ouais. Donc voilà pour la partie présentation. Et je vais vous donner une dernière petite présentation par rapport aux différents types de tournois. Ah oui, on ne va pas vraiment vous parler de joutes, hein. Là on va vraiment parler des tournois à pied, parce que les joutes ça a été fait par beaucoup de gens. Là c'est plutôt notre spécialité en plus, les tournois à pied. Ouais. Donc vous avez les pas d'armes et les emprises d'armes. Le pas d'armes, c'est pas au sens passage. C'est en fait reprise de la métaphore arthurienne. Vous avez le chevalier noir dans les légendes arthuriennes qui garde le passage vers le Graal. Donc c'est une épreuve à la fois physique et à la fois mentale. Quand on rentre dans un combat, on sait que c'est dangereux, donc il faut avoir l'audace d'y aller. Et puis après, il faut combattre physiquement. Donc sur les pas d'armes, en fait, vous avez un ou plusieurs champions qui viennent affronter les tenants du pas. Donc vous avez les venants qui viennent affronter les tenants. Ensuite, c'est scénarisé. Ça, c'est vraiment scénarisé. Hein. Ensuite, vous avez le passage. Le pas, généralement, se fait dans un endroit de passage, mais passage du peuple. Vous en avez un en Espagne, par exemple, Paston et Rossos, qui est le premier pas d'armes en Espagne, qui est proche de la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, vous avez le pas de la Fontaine des Pleurs, qui c'est à Chalon-sur-Saône, qui se passe en 1450, si je me rappelle bien, où vous avez les gens en fait qui vont à Rome pour demander le pardon du pape pendant le jubilé. Donc là, vous avez vraiment ces endroits qui sont placés dans des points stratégiques. Et ensuite, oui, le pas d'armes ne définit pas un type de combat, hein, c'est vraiment un tournoi. Ensuite, vous avez l'emprise d'armes qui est plus ou moins l'inverse du pas d'armes. En fait, là, c'est vraiment la personne qui a un tournoi, en fait, une envie de combattre, et qui va de cours en cours, qui se promène dans toute l'Europe pour montrer que, voilà, moi, si vous voulez faire un combat avec moi, je suis prêt, et j'ai préparé un combat, et donc il visite. Ce qui est commun à ces deux types de tournois, c'est le fait qu'on rédige des chapitres. Et ces chapitres, ça va englober l'histoire, ça va raconter une histoire scénarisée, la raison pour laquelle on est à tel endroit, pourquoi est-ce que moi je suis là en tant que combattant. Et ensuite, ça va réglementer aussi le déroulement des tournois. C'est-à-dire, est-ce qu'à la hache, on va faire tant de coups, est-ce qu'à la lance, on va faire tant de passages en joute. Le matériel aussi, s'il est fourni ou s'il est à fournir, lequel il faut. Et je crois que oui. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc voilà, ça est bien différencié. Et dedans, ça peut aussi englober, c'est possible, des joutes. Donc le pas d'armes, c'est vraiment l'organisateur qui est sur place. L'emprise d'armes, c'est quelqu'un qui vient se balader. C'est un combattant qui va... Voilà, qui va aller à la rencontre de challengers, en quelque sorte. Donc on va... Et maintenant, on va voir un petit peu dans l'imaginaire collectif, finalement, parce qu'on a quand même eu un petit peu du mal à trouver des films qui correspondaient.
mais on a quand même trouvé des images qui parlent de combattants à pied. Et donc, on va essayer de voir ensemble. Voilà, on n'a pas pu se cantonner aux années 90, malheureusement. Voilà. Mais on va commencer par les années 90, 1995, avec le film Lancelot, avec Richard Gere. Ouais. Alors, il faut que ça charge un peu. J'espère que vous verrez bien. Et donc, oui, effectivement, Gamma, si vous écrivez dans le chat, dans la salle, on peut vous lire. Voilà. Donc, vous êtes gentil et bienveillant, tout ça sera bien. Alors, si ça veut bien charger. Ça a fonctionné les 24 dernières heures. Attends, on va peut-être couper ce flux-là. Voilà, on va vous enlever notre caméra. Bon. Ah. Tout va bien. Vous allez bien, vous? Oui, non, peut-être. Vous avez le droit de nous répondre. Vous avez le droit de danser la salsa si vous trouvez que ça va bien. Eh ben, ça va être super. Yes, il y en a un qui danse. Merci pour ton soutien. Alors, voilà. On relance. Ah, un deuxième supporter, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir, ça nous touche. Bon. Voilà, ça y est. Bon. La résolution n'est pas folle, mais vous voyez un petit peu de quoi on parle. Bon, ok, bon, on a pu le voir. Bon, c'est très simple, de toute façon, il n'y a pas besoin de voir des précisions parce que c'est vraiment des concepts globaux qu'on essaie de donner. Donc là, ça présente donc une animation qui se passe dans un village entre des paysans. Cette partie, on peut l'associer justement à un pas d'armes, puisque dans le film, on sait que le héros, donc Lancelot, va de village en village pour présenter en fait ses combats et puis se faire rémunérer certainement. Et là, c'est justement l'équivalent du noble qui va se promener de cour en cour pour proposer son combat. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce passage et qui est important, c'est un mythe qu'on croit toujours sur les paysans, c'est que les paysans armés d'épée, en fait, ça ne détonne pas du tout de la réalité historique. Au Moyen-Âge, la frontière entre le civil et les combattants est assez floue. Et dans l'imaginaire, on a tendance à croire que les gens du peuple sont sans défense et seront toujours victimes de la guerre. Eh bien, ce n'est pas le cas, parce que beaucoup y participent. Alors que ce soit volontaire, que ce soit par obligation ou par réquisition, un petit peu comme à l'armée aujourd'hui. Certains s'y préparent et même certains en tirent des profits, parce qu'on peut gagner bien sa vie si on est un bon combattant. Les bourgeois dans les villes aussi s'organisent en milices. Et on a des sources où on sait que les paysans, ils sont armés, ils ont des casques, ils ont des lances, ils ont des épées, ils ont des arbalètes, ils ont des arcs. Ils ont vraiment un ensemble de choses pour se défendre. Par contre, la comparaison, effectivement, s'arrête là, parce que les participants au pas d'armes et aux emprises d'armes, ce sont systématiquement des gens de guerre qui sont nobles et qui sont armés. Alors, armé, ça veut dire avoir une armure. Hein. Être bien armé, c'est avoir une bonne armure. Donc, ils sont armés. Et voilà. Et les mentalités de l'époque aussi, c'est là, vous voyez, ils n'ont pas d'armure. Être sans armure, en fait, c'est agir comme un maître d'escrime ou un vagabond. En gros, maître d'escrime, c'est je veux montrer que je suis beau et je suis joli, je fais des belles choses, mais je ne sais pas vraiment me battre à la guerre. Et le vagabond, c'est la personne avec une épée, et puis je croise une personne que je pense plus riche que moi, je vais l'attraper dans le coin d'une rue, et puis je vais me servir de mon épée pour le tuer, pour gagner, pour récupérer de l'argent. Ouais. Donc c'est vraiment très très mal vu dans la mentalité de l'époque. Là, on va pouvoir voir le deuxième extrait toujours du film Lancelot 1980. Il charge celui-là aussi. Si, il charge. Vous avez toujours le droit de danser pour nous envoyer des bonnes ondes. Hein. Ah, voilà. Super. J'aime bien les esquives. Voilà. Alors, ce qu'on a pu voir là-dedans, c'est assez important en fait, c'est pour ça qu'on a choisi ça, c'est qu'il est important au Moyen-Âge dans les tournois de montrer qu'on est un vrai combattant. Donc le champion doit prouver que c'est un combattant qui sera efficace dans les champs de bataille. Donc on ne doit montrer aucune indulgence envers son adversaire. C'est ce qu'on peut appeler en gros le fair play de l'époque, parce que le mot n'existait pas. Et l'idée, c'est vraiment de montrer son efficacité en temps de guerre et de ne pas déshonorer son adversaire en se limitant dans ses combats si on voit que la personne a un problème physique parce qu'elle s'est tordue la cheville, par exemple, ou que le matériel fait qu'elle a un bras qui est bloqué, donc elle ne peut plus combattre avec son bras gauche, c'est pas grave, justement. Il faut montrer qu'on a vu la faille et qu'on va aller dedans, parce qu'à la guerre, s'il y a une faille, de toute façon, on va aller dedans
pour combattre le plus vite possible. Là, ce qu'on voit effectivement, c'est que les deux combattants, ils n'ont pas d'armure, alors on peut associer ça, et que la personne, vous avez vu les mouvements qu'elle fait et le coup de pointe qu'elle essaye de donner, s'il ne bouge pas, là, il est traversé. Donc l'idée est pas mal dans cette optique-là. Il y a de l'intention et de la sincérité dans le geste. On ne fait pas semblant. Donc ensuite, on va passer au deuxième film, ça que vous connaissez tous, donc là, on sort des années 90. Hein. C'est que Nota Bene a fait une vidéo autour de ce film qui parlait surtout de la joute. Nous, on va parler plus des parties à pied. Mais voilà, on ne pouvait pas passer à côté de ce film avec Heath Ledger dans le rôle principal. Voilà. Donc voilà, ce qu'on aime bien dans ce passage-là, et qui est très important, c'est que le mythe du bon chevalier qui passe ses journées à s'entraîner et à gérer son matériel, il est erroné. Comme vous voyez dans ce film-là, en fait, là, c'est le héros donc, qui s'appelle William, qui se fait rafistoler rapidement son armure, qui d'ailleurs n'est pas la sienne, par l'un de ses amis qui est devenu son page à coups de bâton, parce que c'est vraiment pas adapté. Et en fait, quand on regarde et qu'on lit dans les chroniques, on se rend compte que finalement, les nobles, ils pratiquaient pas autant que ça. Et on a dans les chroniques de Olivier de la Marche, qui raconte qu'un jeune noble qui n'avait pas eu l'accord de son père pour aller combattre avec un noble très réputé qui s'appelle Jacques de Lalaing, dont on parlera plus tard. Et en fait, comme il n'avait pas demandé à son père, il avait commandé son armure en cachette et arrivé sur le jour du tournoi, quand il met ses jambes d'armure, elles ne lui vont pas. Et finalement, avant le combat, il a passé 3 heures chez un forgeron local pour pouvoir leur mettre les jambes à peu près d'aplomb pour qu'il puisse les porter. Mais on peut le comprendre parce que... Voilà, on peut le comprendre, c'était caché, donc ça, on va dire, ça détonne pas, c'est normal. Par contre, là, une autre anecdote qui est vraiment très drôle, là, c'est vraiment un noble qui, durant un tournoi, donc on se rappelle qu'un tournoi, c'est scénarisé, donc on met en place les raisons pour lesquelles ce tournoi se déroule, et la personne, elle, a surenchéri. C'est-à-dire qu'elle a décidé que ça voulait être un combattant qui venait de très très loin, et donc elle a équipé, donc elle a payé cher pour acheter des tissus exotiques pour habiller sa suite, pour dire que c'est des gens qui viennent d'Orient, donc des morts, et lui a fait passer dans le public des mots comme quoi ça expliquait son histoire et pourquoi il se retrouvait dans le pas d'armes. Il a même fait venir un chameau pour vraiment montrer qu'il venait de loin. Et puis le moment de monter sur son cheval pour faire la joute, il monte sur son cheval et puis quand il met son casque, il se rend compte que le casque ne lui va pas. Parce qu'en fait, voilà, il a passé du temps à préparer le contexte, mais en fait, il ne s'est pas du tout occupé de son matériel parce qu'il ne l'a jamais mis et il n'a pas regardé. Donc c'est vraiment, voilà, en fait, finalement, on s'entraîne pas plus que ça. On a même des marques où on sait que le combattant rentre dans la liste pour faire un tournoi à la hache, alors qu'il n'a jamais tenu de hache de sa vie dans les mains. Voilà, par exemple. On passe au deuxième extrait. Ça va très très vite. Oui, c'est très rapide. Donc là, on se rappelle, il parle des règles et la personne lui fonce dessus. Et voilà, ça c'est aussi une partie très importante. Donc là, il y a un rappel des chapitres. Donc comme je vous rappelais, on rappelle les règles, ça c'est normal. La seule différence, c'est que à la joute, par exemple, on décide d'un nombre de lances cassées pour arrêter, pour finir le combat. Donc soit c'est un nombre de lances cassées en tout, soit c'est un nombre de lances pour une personne. Et des fois, c'est même ce qu'on appelle au sablier. Donc on vous donne un temps et vous faites le nombre de joutes que vous voulez. Et pour les combats à pied, c'est plutôt un nombre de coups qu'on échange. Par contre, contrairement à ce qui est dit dans l'exemple, la personne lui dit que c'est d'abord votre adversaire qui va vous taper 5 fois, qui va compter le nombre de fois qu'il va vous toucher, et après c'est à vous. Là, non, c'est vraiment les deux en même temps. Par contre, ce qui est très bien dans ce passage-là, c'est que la personne lui fonce dessus. Historiquement, on considère son adversaire comme un ennemi jusqu'à la fin du combat. C'est-à-dire qu'on ne le salue pas. Et une fois qu'on a fini le combat, on devient frères d'armes et bons amis. C'est d'ailleurs pour cela que les gens refusent après de s'affronter en champ clos. En gros, lorsqu'ils ont fait un combat avec une arme dans une lice, une fois que le combat est fini, ils ne recombattront plus jamais l'un contre l'autre. En tout cas en champ clos. À la guerre, si, ils vont pouvoir s'affronter. Et on a même des traces où on a justement Jacques de Lalaing, la personne dont je vous parlais, qui, après avoir combattu avec une personne, quelques années plus tard, s'est retrouvé dans le même camp que lui dans un combat. Et le gars l'a aidé à sauver son frère qui était emprisonné. Vous voyez, des liens qui se tissent, quoi. Et on a aussi des traces dans les chroniques d'Olivier de Marche où il donne un exemple de combattants qui vont s'affronter avec plusieurs armes. Et du premier jusqu'à la fin du dernier combat, ils ne vont pas se saluer. Et à la fin, ils vont devenir amis. Sinon, avant, ils sont ennemis. Alors que dans notre pratique moderne, on doit saluer, on salue les arbitres, on salue à la fin. Là, ce n'est pas le cas. On montre que c'est entre la guerre et le loisir. Alors, le dernier extrait pour Chevalier.
Ah. Et bam, on fait les bruitages. Je sais pas, je crois pas que vous ayez le son des vidéos. Non, il n'y a pas de son, je pense. Comme tout. Alors, je vois que ça tape. Non, non, pas de Ouais, son. c'est pas très très grave, je vous rassure. Ça fait Ce qui est bim bam important, boum ce qui est sur la important, boîte de c'est conserve. de regarder en fait. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement ici on a un décorum, on a une structure, donc on voit la lisse en bois qui sépare les combattants du public. Par contre, il n'y a qu'une seule lisse, c'est-à-dire que le public il est posé sur les barrières, et si les combattants foncent dans la lisse, ça peut blesser du public. Rappelez-vous, on a la structure de double pour protéger et les combattants et le public. Donc là, voilà, c'est le petit défaut, mais on a au moins une lisse en bois, c'est quand même pas mal par rapport au premier film où il n'y avait rien du tout, juste les gens qui faisaient un cercle. Après, une autre partie qui est importante, c'est que comme vous pouvez le voir dans cet extrait-là, et si vous vous rappelez du film pour ceux qui l'ont vu, la personne lui fonce dessus, là, il a vraiment le dessus et il maîtrise, et on voit qu'il frappe à droite, à gauche sur l'armure. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas du tout pertinente en armure. Frapper quelqu'un avec une épée en armure, bah, ça marche pas. L'armure, elle sert vraiment à protéger. Donc, on doit rappeler ça, c'est-à-dire que comme on doit montrer qu'on est un bon combattant, on doit utiliser l'arme pour une pertinence dans la protection qu'il y a en face. Ça veut dire que là, comme c'est une épée longue, d'ailleurs épée qui n'est jamais utilisée historiquement dans les tournois, c'est plutôt épée une main ou alors une épée, un estoc, une épée d'arme qui s'appelle un estoc. Qu'on vous montrera Voilà. tout à l'heure. Là, en fait, idéalement, comme il y avait une épée longue, ce qu'il aurait fallu, c'était passer en demi-épée. Demi-épée, c'est-à-dire que j'ai une main sur la lame pour réduire la longueur de la lame et m'en servir un petit peu comme une dague qui va me faciliter la possibilité de passer dans les failles de l'armure. On n'oublie pas, on doit vraiment montrer qu'on est un bon combattant. Euh, voilà. Et après, voilà, comme il est difficile en fait de visualiser un nombre de touches, là, vous voyez d'ailleurs l'image sur laquelle c'est arrêté, on voit les personnes qui marquent avec des drapeaux le nombre de touches qui ont été effectuées. Pour ceux qui ont déjà fait de l'arbitrage, même dans des sports modernes aujourd'hui, il y a des fois, on n'est jamais sûr de voir les bonnes choses. Donc là, imaginez quelqu'un qui enchaîne plein de coups à l'épée, de savoir le nombre de coups qu'il a donné, c'est pas possible. Donc finalement, le juge, il est très important parce que c'est lui qui doit gérer pour que le combat se déroule bien. Le juge, il arrête en fait quand il y a une mise en danger. Il est garant en fait du bon déroulement du combat. Il veille à ce qu'il n'y ait pas de déshonneur lié à un abandon. Parce qu'un abandon dans un combat à cette époque-là, c'était un déshonneur. Parce qu'abandon, ça veut dire je me suis fait toucher, je suis blessé ou je suis bloqué, et donc je serai mort en cas de guerre. Donc le juge doit gérer et arrêter le combat, même si on n'a pas fini le nombre de touches, avant que ça arrive. Ce qui permet voilà, aux combattants de pouvoir montrer une très bonne qualité de combattant sans finalement se soucier des règles, puisque c'est le juge qui gère, de leur sécurité et de la sécurité de leur adversaire. Ils donnent tout et c'est le juge qui va gérer tout ça. Alors, hop, un petit récapitulatif. Alors, donc, on récapitule un petit peu les trois extraits qu'on vient de voir. Donc, le chevalier ne s'entraîne pas autant qu'on l'imagine. Les armures ne sont pas toujours sur mesure. Le juge, c'est un personnage clé. Il est vraiment essentiel et central au bon déroulement d'un tournoi. Les chapitres, pareil, c'est vraiment tout le contexte et tout le règlement. Il ne faut pas oublier le chapitre va beaucoup nous servir à nous pour étudier les sources. Oui. Et également, voilà, on est d'abord adversaire. Quand on rentre en lice, c'est notre adversaire en face de nous. Et ensuite, ce sera notre frère. Voilà. Et toujours montrer sa technique, montrer sa dextérité. Voilà, on a trouvé un petit dernier passage en fait qui est encore présent dans le film Chevalier. Juste pour une chose, c'est un petit peu de chauvinisme en fait, parce que c'est quelque chose qui se déroule. Est-ce que ça va changer? Voilà. Là, on a un beau Bordeaux. On a voilà, une joute qui se passe dans le film. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a un tournoi qui se déroule à Bordeaux d'ailleurs. C'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour espérer un jour pouvoir proposer un vrai tournoi dans Bordeaux. J'en dirai pas plus, mais donc voilà, dans les chroniques de Jean de Froissart, qui date de 1369, vous avez donc bien un tournoi qui se déroule à Bordeaux. Si vous voyez à peu près bien le texte, on voit écrit en ce temps veut à Bordeaux sur Gironde. Donc on a vraiment ce tournoi-là. Et par contre, ce tournoi se déroule en 3 lances. Donc on fait 3 courses. On va après à pied donner 3 coups de hache, puis 3 coups d'épée, puis 3 coups de dague. C'est finalement pas énormément, mais vous avez eu le cran de rentrer dans un pas d'armes avec des armes qui sont des armes de guerre qui peuvent tuer, donc, où un seul coup peut vous tuer. Mine de rien, je n'ai mis que 3 coups avec les armes, mais j'y suis allé et j'aurais pu mourir sur le premier. Donc on a quand même montré que c'était important et que c'était sérieux.
On passe au dernier. Donc là, on est beaucoup plus loin dans le temps. C'est une préférence personnelle, j'étais un peu percée par ce film tout jeune. Donc j'ai poussé pour pouvoir avoir. Et moi, j'ai pu trouver quelque chose à exploiter, c'est déjà bien. Donc voilà, regardez bien ce qui est important. En fait, c'était le début et ce qu'il va y avoir après à la fin. Voilà ce qui se passe entre. Ce qui se passe entre les combats, en fait. Violent, le monsieur. Voilà, c'est ça qui voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Ici, donc, on voit les combattants qui progressent dans le tournoi en remportant leur duel et qui passent d'un combat à l'autre comme ça. Comme on peut le voir aujourd'hui dans les compétitions modernes avec les phases de qualification et puis les phases finales qui emmènent jusqu'à la finale où on a un podium. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, ça, c'était pas du tout viable. Déjà parce que en fait, les combats étaient organisés, c'est-à-dire qu'on savait contre qui on allait combattre et quel type de combat on allait faire. Et surtout, les combats s'arrêtaient à l'honneur des deux parties. Il n'y avait jamais de vainqueur annoncé et on se contentait en fait parfaitement de ça. Même s'il y avait une domination flagrante, c'est arrêt du combat par désarmement, c'est quand on n'a plus d'armes, on arrête les combats, ou lorsqu'on a chuté, donc quand on a été projeté au sol. Et bien même à ce moment-là, on disait on arrête à l'honneur des deux parties. Et souvent, en fait, on désignait le vainqueur après, durant le repas. Là, je laisse Cécile vous lire la petite partie du texte, que c'est elle qui a les papiers sous les yeux. Alors, c'est dans les chroniques d'Olivier de la Marche. Après le souper, les tables sont levées, les danses commencent, les rois d'armes et héros d'armes se mirent en la quête pour savoir à qui le prix sera donné, à quoi il y eut grande différence, car le chaplis, alors le chaplis c'est le combat des épées, avait été grand et bien combattu, et si est-toi de grands et bons personnages si bien montrés qu'à la vérité, on ne savoit à qui donner le prix. Les dames, toutes d'un accord, veulent donner de prix au duc de Bourgogne, qui s'estoit moult bien éprouvé, et à ce tournoi, et en outre, il avoua ce jour très rudement jouté. Voilà, alors ce qu'on peut voir là-dedans déjà, c'est que on est en train de chercher à donner la récompense pour le tournoi, certainement à pied, donc des épées. Puis finalement, on dit, bah ouais, mais lui, il a bien combattu, aussi, il a bien jouté. Donc finalement, on prend vraiment l'ensemble de la capacité du combattant et pas seulement un tournoi pour donner une récompense. Alors ce qu'il faut savoir par la suite, en fait, c'est que le duc, il a refusé la récompense parce que ça se passe chez lui. Donc il a dit, vous êtes gentils, les petits gars, mais bon, trouvez quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas que ce soit moi qui gagne le prix. Et là, en fait, finalement, dans les combattants, il y avait un jeune combattant qui s'appelait Jean de Bonneville, qui est le frère de la reine d'Angleterre. Et dans les chroniques, donc, Olivier de la Marche, il donne les 3 raisons pour lesquelles, en fait, finalement, on lui donne le prix à lui. C'est que c'est un étranger et en toute noble maison, on doit faire honneur aux étrangers. Il est bel et jeune chevalier et aux jeunes gens, on doit donner courage et de persévérer en bien faire. Et tant à la joute et au tournoi, il s'est bien acquitté. Donc voilà, les 3, c'est un étranger. Comme l'étranger, il a dépensé beaucoup d'argent pour venir. Il a emmené tout son matériel. Pardon ? C'est pas Ryanair, quoi. On n'y est pas en une heure. Voilà, vous mettez le temps à vous, vous avez pris le temps de vous déplacer et d'aller jusqu'à l'endroit où le tournoi se déroule. Donc un étranger, on le récompense par ça. C'est respectueux et c'est honorable d'honorer un étranger. Et ensuite, ça parle, effectivement, on encourage un jeune parce que on veut encourager la personne à devenir un bon combattant en s'entraînant un maximum. Et on dit qu'il a bien combattu pour la dernière partie. Durant les tournois, on désigne donc rarement en plus qu'un seul vainqueur. Donc le standard, c'est souvent de désigner un vainqueur des venants, donc de ceux qui sont visiteurs, en fait, qui viennent au tournoi, et un vainqueur des tenants, de ceux qui sont les locaux. Comme ça, vous avez vraiment une récompense pour l'équipe qui vient, une récompense pour l'équipe qui est déjà là. Il n'y a pas de conflit de meilleur entre les deux. Et vous avez aussi des fois, c'est l'un des tenants, le champion des locaux, qui lui va donner des prix en fait aux personnes qui auront, par exemple, le mieux combattu contre lui dans telle lice, ou alors qui lui auront fait la plus belle technique dans un combat. Il n'y a vraiment rien de fixe. Et ce qui est très 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 intéressant aussi, qu'on peut voir dans les chroniques finalement, c'est la place des femmes pour la sélection du vainqueur des tournois, et principalement des joutes. D'ailleurs, Antoine de La Salle, dans un traité, écrit « Le soir, les femmes doivent donner le prix. Les juges prennent l'avis de nombreux anciens seigneurs, prud'hommes, chevaliers, écuyers, rois d'armes, héros pour donner les 2 prix. On pourrait se demander pourquoi on ne demande pas l'avis des dames et damoiselles, mais le droit du tournoi répond qu'il suffit aux dames et damoiselles
de la regarder, de présenter le prix. En revanche, pour le Béour des Lances, alors le Béour des Lances, c'est la joute à l'époque, le droit veut et ordonne quels en soient le jugement. Donc voilà, c'est pour le Béour des Lances, donc pour la joute, ce sont les femmes qui décident du champion. Ce sont elles vraiment qui ont le dernier mot pour savoir qui sera le champion de la partie. Et dans les chroniques, on voit souvent que les champions sont quand même les plus riches du tournoi. Ça va, hein, c'est-à-dire qu'on est là aussi. Donc voilà, un petit rappel de. Voilà, il n'y a pas un seul vainqueur. Il n'y a pas vraiment, c'est vrai. On cherche pas les vainqueurs. On cherche en fait à voir que les gens sont des bons combattants en temps de guerre. Ça reste pour le jeu, mais il faut vraiment voir ça. Donc on désigne parce qu'on désigne, c'est un tournoi, mais finalement c'est pas important. Alors, ensuite, je vais vous donner quelques notions complémentaires parce qu'effectivement, on n'a pas trouvé de film où il y avait beaucoup de tournois. Finalement, c'est beaucoup de guerres ou de batailles. Oui. Donc, on a quelques notions qui sont importantes à connaître qu'on a ajoutées. Alors, c'est parti. Alors voilà, déjà, les combats, ils se font toujours à armes symétriques. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui va combattre avec une épée contre quelqu'un qui va combattre avec une hache ou une lance. Les deux ont la même. Et lorsque les armes sont fournies par l'organisation, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'elles sont demandées d'être fournies, on vous dit vous venez avec tant de lances, par exemple, pour la joute. Les personnes emmènent leurs lances toutes à la même taille. Par contre, la taille de leurs lances ne sont pas la même pour les deux. Et donc, on va faire ça dans la liste devant le public. Donc, c'est vraiment très scénarisé. On va couper la longueur en trop sur la lance devant le public. Donc, c'est aujourd'hui une chose qu'on ne ferait pas parce que ça prendrait trop le temps et le public moderne, il faut que ça aille vite. Mais voilà, c'était vraiment fait devant pour qu'on prouve qu'il n'y avait pas de triche. Ensuite, voilà, alors ça c'est deux petits dessins, un dessin et une photo d'armes que vous pouvez retrouver dans les tournois, donc dans les épées. Vous avez donc une épée et une masse en bois là, qui viennent des chroniques du roi René, du livre des tournois du roi René. Et vous avez à côté une épée qui est une reproduction qui a été faite récemment pour Louis Foster, en fait, pour ses études, qui a été fabriqué par un autre docteur en histoire qui est Fabrice Cognot. Donc là, voilà, qui lui est spécialisé dans les armes. Oui. Et donc là, voilà, vous avez vraiment une vraie épée d'armes. Et vous imaginez qu'avec ça, un combat pour la plaisance, ça reste quand même dangereux. Et autre petite information assez intéressante, finalement, c'est aussi, on voit armes asymétriques toujours. Par contre, vous avez des tournois où vous rentrez avec plusieurs armes sur vous. Alors, il n'y a pas de trace qui existe vraiment pour tournoi aux 3 pointes ou aux 4 pointes. On a juste une trace qui a une mention qui est faite par Antoine de la Salle dans ses chroniques, où il parle du combat aux 4 pointes, mais finalement, il n'y a pas vraiment de trace. Par contre, ça existait vraiment des combats où la personne rentre avec sur lui la lance, la hache, l'épée et la dague, ou alors le bouclier, la lance, l'épée et la dague. Je n'ai pas trouvé d'iconographie où on parle de lance, hache, épée, dague, donc je vous en ai pris une où il y avait au moins les boucliers. Et comme vous pouvez voir, déjà, les boucliers sont par terre. Dans le duché de Bourgogne, les combattants, la plupart du temps, précisent qu'il faut se débarrasser directement de la lance. Donc, on lance la lance dans les jambes de l'adversaire ou le bouclier, ce qui permet aussi de l'entraver. Et si on l'entrave et qu'il tombe par terre, forcément, lui, il est rapidement en mauvaise posture. Alors là, ce n'est pas dans une optique de tournoi, parce que le tournoi, il faut montrer le plus longtemps qu'on sait bien se servir de son arme. Par contre, en cas de guerre, si vous lancez bien la lance et qu'effectivement le gars il tombe par terre, là, vous avez un avantage certain. Savoir que nous, on aime bien ce oui, c'est un format tournoi qu'on aime bien et qu'on a essayé de porter quand on fait des tournois avec l'association moderne. Voilà. Et que même quand on fait du campement médiéval, on essaie de montrer un petit peu ça, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup... On a beaucoup d'affect pour ce format-là, en tout cas. Ensuite, donc la dernière partie, alors j'ai trouvé une iconographie qui, je trouve, correspondait à peu près, ça risque d'être une partie un petit peu plus longue, c'est en fait l'ambiguïté qu'il y a entre les tournois et la guerre. Alors, je trouvais cette iconographie pertinente parce que là, vous voyez, ils sont tous à la hache, mais bon, vous en avez par terre avec du sang qui coule. Vous en avez un derrière qui est en train d'armer la hache à fond et le mec qui est de dos, ça veut dire quand il va prendre le coup, ça va lui faire très mal. Et c'est justement, voilà, cette ambiguïté qu'on a perpétuellement dans les chroniques entre est-ce que c'est du loisir ou est-ce que c'est finalement de la guerre. Vous avez un exemple à Stirling en Écosse en 1449, où vous avez un combat à outrance. Donc, combat à outrance, ça veut dire à mort. Hein. Mais on sait que c'est pour le loisir. Donc un combat à mort pour le loisir, c'est bizarre. En réalité, on sait que le combat va être arrêté par un juge quand il en aura envie par rapport au respect des règles, plus ce que je vous ai dit, la mise en sécurité des combattants. Et on a aussi ce qu'on retrouve régulièrement dans les expressions, en fait, dans les chroniques, où on a ils s'affrontent comme des mortels ennemis.
mais c'est dans le cadre de tournois de loisirs. Il se porte des coups cruels dans les failles. Et puis des fois, vous avez simplement, il balance sa hache avec violence dans la tête de son compagnon. Voilà, donc violent dans son compagnon, pourquoi pas. Et au-delà de ça, cette ambiguïté, elle continue sur le fait que les gens ont du mal à pouvoir pratiquer des tournois, alors surtout en prise d'armes, lorsqu'ils souhaitent le faire. Vous avez l'exemple de Jacques Delalin qui est parti pendant un an. Il a fait le sud de la France, il a fait l'Espagne et il a fait le Portugal. Et pendant un an, il a réussi à faire qu'une seule emprise d'armes. C'est-à-dire qu'il y a un seul endroit où un noble a accepté, un seigneur du coin a accepté qu'il fasse son emprise. Vous avez aussi une autre anecdote sur un chevalier italien qui s'appelle Gallio de Balthazar, qui vient à la cour de Bourgogne, et le duc de Milan, qui est son seigneur, lui dit t'as pas intérêt à porter une emprise d'armes quand tu vas là-bas, parce que ce serait une provocation envers les chevaliers bourguignons, et on est amis. Donc voilà, c'est cette ambiguïté-là qui perdure en fait tout le long. On se fait pour le loisir, mais finalement, comme on doit montrer qu'on est un bon guerrier, où est la limite? Et c'est aussi une épreuve du feu, c'est-à-dire que pour les jeunes combattants, c'est leur premier fait d'armes. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler d'eux, et qui a fait ses premières armes à tel tournoi, à tel pas d'armes. Donc c'est un fait d'armes pour les gens. On a aussi des joutes qui sont prévues spécialement pour les jeunes nobles. Alors je ne me rappelle plus l'endroit où c'était, il faudrait que je retrouve mes notes, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc c'est juste qu'il y a un tournoi qui est prévu pour les débutants, et on sait que dans le matériel qui était disponible, sur les chevaux, ils avaient une selle qui était plate. Alors celle qui est plate, c'est pas cool pour bien tenir en place, vous tombez vite, mais l'avantage justement, quand on tombe vite, ça veut dire que l'impact de la lance est moins fort sur vous. Vous avez un peu moins mal, on vous met un peu moins en danger. Mais ça reste quand même vos premiers faits d'armes. Et donc là, on dit, ben voilà, une fois qu'ils ont fait leurs 3, en plus que c'était 2 ou 3 courses, donc c'était vraiment pas beaucoup. Et là, voilà, ils ont fait le premier fait d'armes. C'est le lancement de leur carrière militaire. Voilà. Et le dernier, pour montrer aussi la dangerosité des tournois, c'est que vous avez l'exception Jacques Delalin, qui a fait dans sa vie de combattant, et en plus il est mort à 32 ans, si je ne me trompe pas, donc très tôt. Il est mort à la trentaine. Voilà, il a fait 18 tournois dans sa vie. Et pourtant, on sait que pour la plupart des nobles, les tournois, c'était 1 ou 2, voire même 0. Et on sait que ceux qui font un deuxième tournoi, les chroniqueurs, ils insistent bien sur le fait que cette personne a déjà fait un tournoi, donc c'est extraordinaire, elle en fait un deuxième. Imaginez Jacques Delalin avec ses 18 tournois. Voilà, pour cette dernière partie, je crois qu'on a fini. Voilà, j'espère pas avoir oublié toutes les notions. Cécile? Non, il me semble que ça va. On est pas mal? Vous aurez le temps pour poser des questions. Oui, bien sûr. Pas, on a prévu. Alors, le petit mot de la fin. Donc moi, le petit mot de la fin que je voulais ajouter, avant de laisser la main à Cécile, c'était que finalement, dans les tournois historiques et dans les films qu'on a pu voir, c'est bien représenté en fait l'agressivité, pas par le décorum ou par le respect historique des règles et du déroulement, mais par le fait que la plupart du temps dans les tournois, il y a toujours le héros avec un de ses amis ou un de ses amis qui va rencontrer dans un tournoi le Némésis, voilà, l'ennemi, le grand méchant. Et donc forcément, ils vont s'affronter avec de l'agressivité parce que c'est dans l'histoire. Et ben, ça représente effectivement le fait qu'on a besoin de montrer qu'on est un bon guerrier, donc on va y aller à fond. Finalement, les scénarios servent bien cette ambiguïté. C'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, nous, c'est exactement ce dont on voulait parler, c'est que... Vas-y, hein. C'est que, oui, on sait qu'il y aura des erreurs, qu'il y aura des libertés de prise. On le sait qu'il y aura des inexactitudes, mais voilà, on a pris le parti de vous donner des clés de lecture. Alors là, bien évidemment, ça sert la fiction. Vraiment, le but de ces... Pardon. Le but de ces scènes, c'était vraiment de mettre en valeur le héros. On le sait que ça ne va pas être historique. Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. C'est « Ah, c'est pas histo ». On le sait. Mais là, effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas juste se concentrer sur les clés de lecture qu'on vient d'aborder? Et si jamais on retombe sur un film historique qui, cette fois-ci, est basé sur des faits historiques et qui nous parle de tournois, se dire « Attendez, là, on est en train de voir une liste. Il y a combien de barrières ?» Et quand vous verrez des tournois maintenant dans les films, on espère que vous vous souviendrez peut-être un petit peu de cette conférence et que vous vous direz ah, mais finalement, est-ce que les libertés tiennent le scénario? Quelles sont les choses qui peuvent nous ramener un petit peu au contexte historique? En fait,
est-ce que finalement, on ne peut pas juste profiter de l'univers médiéval sans non plus, Oui, voilà. se À partir concentrer sur à partir les du moment où négatifs. le film ne se prétend pas historique, on ne peut avoir ces libertés qui se comprennent. Néanmoins, si un jour vous tombez sur un film historique comme récemment Le Roi. Le Roi, Il y a eu pas mal de voilà, il y a eu pas mal de youtubeurs vidéos, donc on ne va pas en parler plus longtemps, mais au moins vous serez capable de. Le film se prétend historique. Est-ce que je retrouve dans des tournois, s'il y a des tournois, toutes ces choses-là, ce décorum, ces personnes-là, cette sécurité, la façon de combattre des combattants. J'avais écrit une petite phrase dans mes notes, je vais vous la lire, parce que je l'aime bien, je suis un peu poète à mes heures perdues. Essayons de nous concentrer sur le positif en apprenant quelques caractéristiques essentielles qui nous aident à ancrer le film dans un univers médiéval sans pour autant brimer l'onirique des légendes arthuriennes et autres chansons de gestes mises à l'écran. Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, il y a quand même des personnes qu'on veut remercier. Ça, ce sera vraiment le mot de la fin. Il y a Loïs Foster qui nous a autorisé vraiment et qui nous a soutenus et qui nous a aidés dans la mise en place de cette conférence qui se basait sur son travail. Oui, sur sa thèse. Voilà, et qui répond à nos questions parce que, comme on vous l'a dit, on n'est pas des spécialistes. Et on attend qu'il publie sa thèse parce qu'on a hâte de le lire. Il y a dans notre pratique à nous, personnelle, dans notre pratique associative, Nicolas Philippe Baptiste, qui lui est également docteur en histoire médiévale, plus sur les armes et l'homme d'armes en général. Voilà. Et il y a Soline Baptiste également, qui elle est spécialisée dans le costume historique. Alors elle a fait sa thèse sur le costume du 18e, mais elle s'est étendue à de nombreuses périodes. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de Nicolas et Soline Baptiste aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, ils ont leur chaîne YouTube et leur compte Instagram, les Geekstoriens. C'est ça, oui, les Geekstoriens. Parce que ce sont des docteurs en histoire médiévale, mais aussi d'énormes geeks. Et donc, ils vous proposent aujourd'hui, ce soir en tout cas, à 19h15, ou 19h. une conférence sur... En fait, en gros, ils ont des conférences, allez les voir, vous allez apprendre des choses vraiment intéressantes. Voilà. Que nous, on ne sera pas en capacité de vous donner, en espérant en tout cas que ce qu'on vous a donné vous a plu. Et, voilà, si vous avez et on vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de... Alors, je ne sais pas comment on fait. Si alors, vous pouvez taper les questions, par exemple, dans le chat. Ah, merci pour les questions. Ils peuvent parler aussi s'ils veulent, j'ai réactivé le son. Ah, super, merci beaucoup. Vous n'avez pas de questions? Vous avez le droit de nous dire des petits mots doux, comme quoi on était géniaux et que ça vous a intéressé. Alors, moi, j'ai une petite question. Oui. Oui. Voilà, je ne sais pas si on m'entend. Apparemment, on oui. Si, on t'entend. Bonjour, oui. Merci. C'était super intéressant. Moi, Merci. Pour le travail, je travaille sur le personnage de William Marshall, qui est Guillaume le Maréchal, donc en français, puisque c'est un franco-anglais, on va dire, de la période de Aliénor, etc. Le Maréchal, c'est pas le meilleur combattant du monde? Il est considéré comme le plus grand chevalier de tous les temps. Et en fait, il était considéré comme le Zinedine Zidane des tournois, c'est-à-dire en fait sa plus grande carrière avant qu'il rentre vraiment en carrière militaire, qu'il fasse des batailles. Il était tournoyeur et et ce qui est marrant dans la description de sa vie, c'est qu'il y avait quasiment des équipes qui se payaient les meilleurs combattants. Et il était sollicité par tantôt l'équipe du Dauphin, l'équipe de tel ou tel comte, parce qu'il avait la réputation d'être plutôt un atout gagnant dans les. Alors c'était des tournois à cheval qui étaient en champ libre, sans lice, et où on larguait 15 pimpins d'un côté, 15 de l'autre, et puis ils se tapaient dessus, ou ils se cachaient dans les bois le temps que les autres s'éliminent un peu. Oui. Et donc, ça, c'est aussi assez marrant de voir que c'était juste pas du tout organisé, en fait. Que c'était très... En fait, ce qui est d'ailleurs, j'ai oublié de dire effectivement, mais dans le décorum, la barre centrale sur la lice est apparue en France en 1430. Donc avant, effectivement, il y avait des charges sans barre centrale et il y avait beaucoup de chevaux qui se rentraient dedans. Et on a dans les chroniques, en fait, un jeune chevalier français qui va en Angleterre faire un tournoi dans lequel il est censé faire une charge à la lance et ensuite continuer le combat à cheval avec les épées. Et en fait, sur la charge, les deux chevaux sont rentrés en contact. Le cheval du Français a impacté une pièce dure de la selle du cheval anglais et le cheval est mort sur le coup. Et donc, voilà, le mec, il a fait son déplacement et puis le tournoi est fini parce qu'on ne prête pas d'autres chevaux.
en faisant juste une lance. Voilà, génial. Donc au bout d'un moment, on a mis la lisse centrale. Voilà, donc la lisse, la barre centrale a permis de sécuriser un petit peu plus les joutes. On voit vraiment que le décorum va évoluer au fil des tournois. Oui, c'est pas quelque chose, c'est pas arrivé d'un seul coup, le décorum avec la lisse, la barre centrale, et effectivement, donc je me souviens plus de ton nom, Jean-Luc, c'est ça? Ouais, mais voilà, Jean-Luc qui nous parlait d'un contexte un peu plus, qui a l'air un peu plus chaotique. ouais, on et dévie, en fait, est-ce que c'est pas comparé avec les jeux de paysans comme la Soule, qui se passaient pas du tout sur des terrains limités non plus? Oui, bah, il y avait la choule, on avait pas mal de petites choses. Après, je sais pas si on peut vraiment faire le lien parce que il y a beaucoup de folklore autour de la Soule. Je la connais pas spécialement. Je sais qu'on en pratique à l'association, mais Ouais, en version un petit peu plus légère que ce qui se faisait à l'époque. On peut comparer à ça en fait, mais c'est les débuts en fait. On commence à faire des jeux ensemble, on essaye de voir ce qui se passe. Bon, il y a pas mal de morts, alors on va commencer à adapter un petit peu les choses. Finalement, les instances dirigeantes vont aussi s'y mettre en disant les morts, faut peut-être éviter quand même. Et puis en plus, ça coûte de l'argent, donc on va. Voilà, ça évolue. On commence par quelque chose, mais oui, on peut peut-être mettre le lien entre les deux. Ok, donc voilà, c'était juste pour parler en tout cas de William Marshall, qui était le tournoyeur légendaire de l'époque. Oui, Guillaume Marshall, je crois que le livre, c'est ça, c'est le meilleur combattant du monde ou un truc comme ça. Hein. Il Ouais, faut que je lise ce bouquin. Alors quand il meurt, il a une carrière jusqu'à 80 ans, il fait plus de batailles que n'importe quel autre noble de l'époque. Hein. Il a servi 5 couronnes, en tout cas il a vécu sous 5 couronnes en Angleterre déjà, donc ça montre à quel point il était endurant. Il chargeait encore à 70 ans, je crois. Et, on a des gages de bataille où dans le gage, il est marqué que vous êtes jusqu'à 60 ans, vous êtes obligé d'accepter si on vous provoque en duel. Ouais. Après 60 ans, vous avez le droit de dire ouais, non, je suis pas trop chaud. Mais sachant qu'à l'époque, survivre à 4 batailles majeures était déjà un truc un petit peu. Oui, exactement. C'est une belle prouesse. Je viens de retrouver le nom des conférences de Nicolas et Soline. Donc Nicolas Baptiste, ce soir, fera une conférence c'est Armes réelles et improbables des mondes fantastiques à 19h15. Et Soline, ce sera Vêtir les princes des terres hostiles à Westeros, le corps construit dans l'univers de Game of Thrones. Voilà, ça ce sont les deux conférences que nous, en tout cas, on va aller regarder. On trouvait important de les mentionner. Ce sont des personnes qui nous aident beaucoup dans notre discipline. Il y a d'autres questions? De papoter. Je sais pas comment. Il nous reste un petit peu de temps. Ah, le mauvais contrôle du truc. C'est ça. Il nous reste 8 Bonjour, minutes. pas de micro, désolé. Aurez-vous d'autres conseils bibliographiques? Alors, je crois que tu as mis une bibliographie dans nos notes. Là, si tu le sens. Oui. Nous, dans nos... Alors, au niveau bibliographique, il y a Nicolas Baptiste a sorti deux bouquins. Il y en a un qui est spécialisé sur les armures suisses, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais pas suisse, le nom, je vous dis ça comme ça. Je dois l'avoir ici, d'ailleurs, il doit être dans ma bibliothèque. Attendez, je vais regarder. Et donc, voilà, on recommande également leurs vidéos, parce que forcément, ça permet d'avoir une petite tradition orale également. Armatus Corpus. Voilà. Après, nous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a la thèse de Lois Foster qu'on attend impatiemment, qui devrait sortir. Il y a un autre petit bouquin qui est vraiment tout petit en fait et qui fait un résumé sur les tournois et les jeux au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs qui s'appelle Tournois et jeux au Moyen-Âge de Gérard Lomenech. Voilà. Lomenech. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Et je crois aussi qu'il y a un autre livre qui fait plus le lien entre fantastique et histoire de Nicolas qui a été publié très récemment. Je ne me rappelle pas du nom, il faut que je l'achète aussi. Et après, vous avez des choses assez intéressantes dans les magazines historiques, le magazine, comment il s'appelle? La revue Moyen-Âge. La revue Moyen-Âge qui s'appelle. Là, vous avez pas mal de choses et vous avez régulièrement des docteurs qui écrivent des petits articles dedans qui sont très intéressants. Là, dernièrement, il y a Soline qui a publié justement un article dans ce magazine sur le corset, le corps corseté, puisque à la base c'était l'homme qui était corseté, petit à petit. Oui, le corset est originaire, c'était le pourpoint armant pour les hommes, qui permettait en fait de tenir l'armure. Et on corsetait pour avoir un corps beau aussi, parce que ça remontait les abdos et les pectoraux. Voilà. Et donc Soline, elle a parlé de cette transition du corset de l'homme à la femme. Donc c'est pas du tout notre sujet aujourd'hui, mais ça fait aussi des sujets. Voilà, ça peut être long, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, il y a plein de centres d'intérêt. Même dans l'association, comme on l'a dit, il y en a qui font de la reconstitution historique. On a Thomas qui, lui, est en train de se spécialiser sur l'homme d'armes. Sur l'homme d'armes, oui. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'intérêt un peu plus sur
sur la société et la place de la femme. Moi, je débute seulement, hein, je lis beaucoup de ce que Céline peut écrire, ce que d'autres historiens peuvent écrire. Voilà. On a chacun nos centres d'intérêt personnels. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? N'hésitez pas. Jean-Luc qui nous écrit. On va nous mettre des petits mots. Ou de danser. Avec plaisir. Merci à vous, en tout cas, merci vraiment pour votre attention. Ça nous fait plaisir d'avoir quand même des gens. Merci Lucas. C'est Gamma. Ah, c'est Gamma, pardon. Voilà. Et encore une fois, merci au BGF parce que voilà, depuis le tout premier on est là BGF. Depuis le premier, effectivement, ouais. Alors voilà. Au début, on présentait, on faisait des petits entraînements pour tout le monde, mais là, ça va être difficile de faire à distance des petites initiations au combat à l'épée et autres. C'est vrai que d'habitude. Ouais, mais là, c'est super intéressant ce que vous avez présenté. Merci. De rien. Et du coup, ouais, effectivement, d'habitude, sur le stand, on vous parle un petit peu de nos centres d'intérêt. On anime aussi des initiations. On espère. On fait quelques combats en armure parce que tout le monde commence à bien s'équiper. Ouais. Alors, c'est cher. Hein. Après, si je peux aussi vous parler de ça, effectivement, aujourd'hui, une armure, c'est cher à acheter si vous en voulez une belle. Il y en a des pas chers, mais moins bien. À l'époque, ça coûtait déjà très cher. Et en fait, on a toujours pensé que l'armure, c'était la partie la plus chère de l'équipement d'un combattant. Et finalement, en fait, Thomas, dans ses dernières recherches, on se rend compte que c'est le cheval de guerre qui coûte le plus cher. Ouais. Parce qu'il faut sacrément le préparer. Et finalement, voilà, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'histoires sur le fait que on ne tue pas le cheval et tout. Oui, effectivement, on ne tue pas un truc qui coûte aussi cher. Rien qu'aujourd'hui, réussir à bouger un tissu à côté de la tête d'un cheval, faut désensibiliser avec des sacs plastiques, etc. de nos jours. Donc imaginez à l'époque désensibiliser un cheval à des épées, des armures, des bruits de conserve, parce que ça fait du bruit quand même l'armure. Donc effectivement, à l'époque, ça demandait une préparation. Mais ça fait des belles charges. Ça fait très très belles charges. On a vu des images de répétition. Des cascadeurs qui le font. Oui, c'est même pas un cascadeur, c'est un rugbyman. Ah ouais, ouais. Oh là là. C'est normal. Oh la vache. Donc voilà. Que dire d'autre? On espère qu'à la rentrée, l'association. N'hésitez pas à venir nous voir. Pourra réouvrir ses portes pour que vous puissiez nous voir, qu'on puisse discuter, ou même que si vous voulez essayer. Et pratiquer. Voilà, on est à Blanquefort, il y a le tram qui nous dépose à 10 minutes à pied. Oui, c'est ça. Et puis on fait souvent des événements. Et du coup, pour rappeler le nom de l'association, c'est quoi? La Ménie du Blanc-Castel. D'accord, comme votre nom. Voilà, exactement. Ok. Voilà, on est présent sur Facebook, sur Instagram. Alors, on n'a pas Twitter. On a un site aussi. On a un site internet, voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez revenir discuter avec nous, n'hésitez pas. Je crois que l'heure touche à sa fin. Voilà, il est 14h43. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Merci pour les applaudissements. C'était bien, c'était chouette. Merci à vous. Ouais, on peut saluer, voilà, c'est cool. On va danser un petit peu quand même. La samba, mais on va se faire plaisir. Samba. Voilà. C'est parfait, en plus on n'a pas la musique avec. Incroyable, merveilleux. En tout cas, encore merci à vous. On vous souhaite une excellente fin de journée. On souhaite une bonne prochaine conférence partout, parce qu'il y en a plein. Je crois qu'il y a 300 heures sur le week-end. 300 heures de contenu, ouais. 300 heures en 48 heures, c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Et bon festival à tout le monde. Bon festival merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.